Imaginez un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays où l'histoire et les rêves se mêlent, le Burkina Faso. C'est ici que naît Ibrahim Traoré, dans la petite ville de Bondoukoui, un lieu modeste mais chargé d'âme. Dès son enfance, il est entouré de récits de courage et de sacrifice. Sa famille, simple mais fière, lui inculque des valeurs d'honneur, de discipline et de respect. Il apprend vite que la vie n'est jamais donnée, elle se mérite. Très jeune, Ibrahim se montre curieux, observateur. Il écoute les histoires des anciens, des luttes pour l'indépendance, des héros africains comme Thomas Sankara et Patrice Lumumba. Ces noms ne sont pas de simples mots pour lui. Ce sont des repères, des phares dans l'obscurité. Il comprend que la liberté n'est pas un cadeau, mais une conquête, et que chaque génération doit se battre pour elle. À l'école, il se distingue par son intelligence et son calme. Pas un élève bruyant, mais un esprit vif, capable de questionner sans jamais manquer de respect. Ses enseignants voient en lui un futur leader, quelqu'un qui pourrait changer les choses. Mais à ce stade, Ibrahim n'a qu'une seule ambition: comprendre le monde et se préparer à agir. Son adolescence est marquée par la discipline et la rigueur. Il est attiré par les sciences et les stratégies, des outils qui, il le sait déjà, serviront un jour son pays. Mais plus que tout, il sent un appel, celui du service. Alors, lorsqu'il atteint l'âge adulte, il fait un choix décisif: rejoindre l'armée burkinabé. Pour lui, ce n'est pas simplement une carrière, c'est une mission, une promesse silencieuse à son peuple. L'armée n'est pas facile. Les entraînements sont durs, les journées interminables, mais Ibrahim excelle. Sa persévérance, son sens de l'honneur et son intelligence stratégique font de lui un capitaine respecté. Mais ce respect ne vient pas de ses titres. Il vient de sa capacité à écouter, à comprendre et à agir pour le bien commun. Ces hommes le suivent non par crainte, mais par conviction. Et puis le pays commence à changer. L'insécurité s'installe, le terrorisme gagne du terrain. Le peuple, déjà fragilisé par la pauvreté et les crises économiques, est confronté à la peur quotidienne. Ibrahim voit tout cela et il comprend que rester silencieux n'est plus une option. Le Burkina Faso, sa patrie, a besoin de leaders, pas seulement de soldats. C'est dans cette atmosphère tendue que les événements se précipitent. Le président de l'époque, Paul-Henri Sandaogo Damiba, peine à contenir les crises. Les murmures dans la population se transforment en cris. Le peuple réclame du changement, un vent nouveau. Et ce vent, c'est Ibrahim Traoré qui va le porter. Le 30 septembre 2022 reste une date gravée dans l'histoire du Burkina Faso. Ce jour-là, un capitaine de 34 ans, encore jeune mais déjà visionnaire, se lève pour son pays. Pas avec arrogance, mais avec conviction. Pas avec violence, mais avec détermination. Traoré et ses compagnons orchestrent ce qui deviendra un moment historique. Un coup d'État qui, contrairement aux clichés, ne cherche pas à briser, mais à reconstruire. Le monde entier regarde. L'Afrique retient son souffle. Et le peuple burkinabé voit en lui l'écho de Sankara, ce souffle révolutionnaire qui disait que le vrai pouvoir appartient au peuple. Ibrahim Traoré ne se contente pas de parler, il agit. Ses premières mesures sont claires: restaurer la sécurité, renforcer l'unité nationale, protéger les citoyens et redonner espoir à ceux qui l'avaient perdu. Mais la route est loin d'être simple. Le pays est encerclé par des menaces internes et externes. La pression est immense. Et pourtant, le capitaine reste fidèle à sa vision, celle d'un Burkina Faso libre, fort, respecté et uni. Il apprend vite que diriger, ce n'est pas seulement donner des ordres, mais écouter, comprendre et parfois se battre contre le système pour défendre les principes. Dans cette première partie de son parcours, Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole, celui d'une jeunesse africaine capable de reprendre le destin de son pays en main, d'oser, de rêver et de transformer ses rêves en action. Son histoire ne fait que commencer, mais déjà, elle inspire. La poussière du coup d'État retombe à peine que le vrai défi commence. Prendre le pouvoir est une chose, le gouverner en est une autre. Ibrahim Traoré découvre rapidement que la jeunesse et le courage ne suffisent pas à diriger un pays entier. Chaque décision, chaque mot, chaque geste est scruté. Les médias, la population et la communauté internationale observent attentivement. Vont-ils suivre ce capitaine ou le juger incompétent? Dès ses premiers discours, Traoré adopte un ton clair et direct. Il ne promet pas de miracle, mais une direction précise. La sécurité devient sa priorité numéro 1,
Les attaques terroristes se multiplient dans le Sahel, semant la peur dans les villages et les villes. Pour le capitaine, protéger le peuple n'est pas une option. C'est un devoir sacré. Il lance des opérations ciblées, renforce l'armée, améliore la coordination entre les unités et encourage la collaboration avec les populations locales. Mais le Burkina Faso est plus qu'un théâtre de conflits. C'est un pays riche d'histoire, de culture et de rêves. Traoré le sait et il veut réveiller cette fierté nationale. Il relance des programmes éducatifs, met en avant des projets d'infrastructure et insiste sur le développement économique local. Pour lui, un peuple éduqué et fier est plus fort qu'une armée entière. L'international reste sceptique. Certains critiquent le coup d'État, d'autres doutent des capacités de ce jeune capitaine. Mais Traoré n'a jamais cherché la validation extérieure. Il se concentre sur l'essentiel, le bien-être de son peuple et la souveraineté du Burkina Faso. Dans chaque village qu'il visite, dans chaque discours qu'il prononce, il rappelle que le véritable pouvoir appartient au peuple. Les alliances régionales deviennent également une priorité. Traoré comprend que la sécurité du Burkina Faso ne peut être isolée. Il renforce les liens avec le Mali et le Niger et participe activement à la coordination des forces de défense dans le Sahel. L'idée est simple, mais puissante. Seuls, les pays tombent. Ensemble, ils se défendent. Cette vision panafricaine attire l'attention et commence à redessiner l'équilibre politique dans la région. Mais malgré ses succès, Traoré est humain. Les nuits sont longues, les doutes constants. Parfois, il se demande s'il en fait assez, si les choix qu'il prend sont les bons. Il se replie alors sur ce qu'il a toujours guidé, les valeurs inculquées par sa famille et les leçons tirées des héros africains. Sankara, Lumumba, Nkrumah, ces noms ne sont plus des mots, mais des phares qui l'aident à naviguer dans la tempête. Et puis il y a la jeunesse. Traoré voit en elle non seulement le futur du Burkina Faso, mais aussi son espoir immédiat. Il crée des programmes pour encourager l'entrepreneuriat, l'innovation et la participation citoyenne. Il veut que chaque jeune comprenne que son pays n'est pas une fatalité, mais un terrain à conquérir et à construire. Les premières années de son mandat sont un mélange de triomphe et de bataille. Chaque succès est célébré, chaque erreur analysée. Traoré apprend vite que gouverner, c'est jongler entre pragmatisme et idéal. Mais sa détermination reste intacte. Reconstruire le Burkina Faso, un village, une ville, une génération à la fois. À ce stade de son parcours, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un capitaine. Il devient un symbole, un pont entre les rêves de liberté et la réalité complexe du pouvoir. Son histoire commence à inspirer bien au-delà des frontières burkinabées. L'Afrique regarde, les jeunes écoutent, et le monde comprend que parfois, le courage et la conviction peuvent changer le destin d'un pays. Le pouvoir ne dort jamais. Pour Ibrahim Traoré, chaque jour apporte son lot de défis. La sécurité reste précaire, l'économie vacille et la population, bien qu'enthousiaste, réclame des résultats rapides. Dans les bureaux du palais présidentiel et sur le terrain, Traoré doit jongler entre décisions stratégiques et urgences quotidiennes. L'économie burkinabé est fragile. Le pays dépend encore de certaines aides extérieures, mais le capitaine refuse de sacrifier l'indépendance de sa nation. Il lance des réformes pour dynamiser l'agriculture, soutenir les petites entreprises et encourager l'innovation. Chaque projet est pensé pour créer de l'emploi et redonner confiance aux citoyens. Traoré sait que la prospérité économique est la clé de la stabilité sociale. Sur le plan politique, il doit gérer une situation délicate. Les institutions sont fragiles, et certains partis ou groupes d'influence voient en lui un adversaire. Mais Traoré agit avec prudence et fermeté. Il instaure le dialogue quand c'est possible et prend des mesures décisives lorsqu'il le faut. Son approche n'est pas de dominer, mais de construire un consensus autour de la vision qu'il porte pour le Burkina Faso. À l'international, son image est celle d'un jeune leader audacieux. Traoré participe à des sommets régionaux et rencontre des dirigeants africains pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de développement. Le capitaine du peuple parle avec franchise. Il refuse l'ingérence et défend la souveraineté de son pays. Cette posture courageuse lui attire le respect, mais aussi quelques critiques des puissances étrangères, habituées à influencer la région. Malgré la pression constante, Traoré n'oublie jamais l'essentiel, le peuple. Il visite les villages reculés,
écoute les histoires des habitants, comprend leurs besoins et leurs espoirs. Chaque sourire retrouvé, chaque voix qui se lève pour exprimer sa gratitude, devient pour lui une motivation supplémentaire. Ce lien direct avec les citoyens le distingue des leaders traditionnels et nourrit son aura de symbole populaire. Mais la vie de président n'est pas seulement faite de succès. Les nuits sont longues et les moments de doute fréquents. Traoré se souvient de ses premières années dans l'armée, des valeurs qui l'ont guidé, des héros africains qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Ces références nourrissent sa résilience et lui rappellent que la véritable force d'un leader ne réside pas dans la peur qu'il inspire, mais dans la confiance qu'il gagne. La jeunesse burkinabé est au cœur de sa vision. Traoré encourage les programmes d'éducation, le développement technologique et l'esprit d'initiative. Il sait que ces jeunes seront les bâtisseurs du futur Burkina Faso et il veut leur donner les outils pour réussir, tout en leur montrant que le changement est possible. À travers ses premières années de mandat, Ibrahim Traoré construit une réputation unique, celle d'un leader jeune, audacieux, proche du peuple et déterminé à défendre l'indépendance et la dignité de son pays. Son parcours inspire non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute l'Afrique, prouvant que le courage, la vision et l'engagement peuvent transformer un destin national. Alors que le Burkina Faso avance à petits pas vers la stabilité, le monde extérieur observe avec attention. Les crises régionales, la menace terroriste et les enjeux géopolitiques du Sahel rendent la scène internationale particulièrement complexe. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est plus seulement un défi interne. Il doit naviguer avec prudence parmi les puissances étrangères, tout en affirmant la souveraineté de son pays. Traoré comprend rapidement que la sécurité nationale dépend aussi de la coopération régionale. Il s'investit dans des alliances stratégiques avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel. L'objectif est clair, unir les forces pour combattre le terrorisme et protéger les populations. Ces discours sont simples, mais puissants. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Personne ne le fera mieux que nous. Cette vision audacieuse lui confère un prestige croissant auprès de ses pairs africains. Mais la route est semée d'embûches. Les pressions diplomatiques, les sanctions potentielles et les critiques des organisations internationales ne manquent jamais. Traoré adopte alors une posture ferme mais respectueuse. Il refuse de compromettre l'indépendance de son pays, tout en cherchant des partenariats équilibrés qui servent les intérêts du Burkina Faso. Cette approche stratégique reflète la maturité de son leadership, bien au-delà de son âge. Sur le plan interne, le président doit maintenir la cohésion dans un pays fragilisé par les conflits et la pauvreté. Les attaques terroristes continuent, frappant des villages, détruisant des écoles et semant la peur. Traoré répond par une combinaison de fermeté militaire et de soutien social. Il renforce les forces de sécurité, mais aussi les programmes de reconstruction et d'éducation. Pour lui, chaque enfant protégé et chaque village reconstruit est une victoire contre la peur et la paralysie. Le peuple burkinabé, de son côté, commence à voir en lui plus qu'un capitaine. Il devient un symbole d'espoir, un visage d'un futur où la jeunesse peut rêver et agir. Dans chaque visite sur le terrain, dans chaque rencontre avec les citoyens, il écoute attentivement et agit avec pragmatisme. Sa popularité grandit, non pas par des promesses, mais par des résultats concrets. Traoré développe également une vision panafricaine. Il évoque souvent Sankara et d'autres leaders africains comme des sources d'inspiration pour la coopération entre nations africaines. Il promeut l'idée que le destin du Burkina Faso ne peut être dissocié de celui de l'Afrique de l'Ouest et du continent entier. Cette perspective audacieuse attire l'attention des jeunes Africains, qui voient en lui un leader capable de penser au-delà des frontières nationales. Malgré toutes ses responsabilités, Ibrahim reste humain. Les nuits sont longues, les doutes sont nombreux et les sacrifices personnels sont immenses. Mais il puise sa force dans ses convictions profondes. Servir son peuple, défendre sa patrie et construire un pays dont chaque citoyen peut être fier. Chaque décision difficile, chaque compromis, chaque victoire sur le chaos renforce son image de leader résilient et visionnaire. À ce stade, Ibrahim Traoré est plus qu'un capitaine. Il est devenu une figure de transformation.
un symbole vivant que le courage et la détermination peuvent renverser les injustices et redonner espoir. Son parcours inspire non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute l'Afrique, rappelant à chacun que le véritable leadership naît de l'action concrète, de l'écoute du peuple et de la foi en un avenir meilleur. Alors que le Burkina Faso entre dans une phase décisive de sa reconstruction, Ibrahim Traoré sait que le pouvoir ne se gagne pas seulement par le courage, mais par la vision et la capacité à transformer le pays. Chaque jour, il jongle entre crise, réforme et espoir de la population. Chaque décision est lourde de conséquences. Traoré commence à consolider son pouvoir par des réformes structurelles. L'éducation, l'un des piliers de sa vision, reçoit une attention particulière. Des programmes sont lancés pour renforcer l'accès aux écoles dans les zones rurales, améliorer la qualité de l'enseignement et encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études. Il comprend que l'éducation est le moteur d'un Burkina Faso fort et autonome. L'économie est également au cœur de ses priorités. Le président initie des projets pour moderniser l'agriculture, soutenir les petites entreprises et attirer des investissements locaux et régionaux. Chaque initiative est pensée pour créer des emplois et réduire la dépendance à l'aide étrangère. Traoré sait que l'indépendance politique doit aller de pair avec l'indépendance économique. Dans le domaine de la sécurité, le capitaine poursuit ses efforts pour protéger le pays des menaces terroristes. Des opérations ciblées, un meilleur équipement pour les forces armées et une coordination plus efficace avec les communautés locales permettent de renforcer la résilience du pays. Traoré insiste sur une approche équilibrée, la force militaire accompagnée du dialogue et du soutien social. La scène internationale devient un terrain stratégique. Traoré participe à des sommets africains et mondiaux, défend la souveraineté de son pays et plaide pour une coopération équitable entre nations. Son franc-parler et sa détermination lui valent le respect de nombreux leaders africains et suscitent la curiosité des observateurs internationaux. Il devient un visage du leadership jeune et audacieux sur le continent. Mais Ibrahim reste proche de son peuple. Chaque visite dans les villages, chaque rencontre avec les citoyens renforce son image d'homme accessible et déterminé. Il écoute, comprend et agit. Les habitants voient en lui non seulement un président, mais un capitaine qui se bat pour eux, un symbole d'espoir et de renaissance. Traoré développe également une vision panafricaine ambitieuse. Il imagine une Afrique capable de s'unir face aux crises, de protéger ses citoyens et de définir ses propres règles. Ses discours résonnent au-delà des frontières du Burkina Faso, inspirant la jeunesse africaine à croire que le changement est possible, que l'avenir peut être écrit par les mains de ceux qui osent agir. Malgré toutes ses responsabilités, Traoré reste un homme humain. Les nuits sont longues, les doutes fréquents et les sacrifices immenses. Mais sa force réside dans ses convictions. Servir son peuple, défendre sa patrie et construire un Burkina Faso digne et souverain. Chaque victoire, chaque réforme réussie, chaque sourire retrouvé dans les villages conforte son engagement. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un capitaine ou un président intérimaire. Il devient une figure historique, un symbole de transformation et de résilience. Son parcours inspire non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble de l'Afrique. Il rappelle à chacun que le véritable leadership naît de l'action concrète, du courage et de la vision, et que le destin d'un peuple peut changer lorsqu'un homme ose se lever pour défendre la liberté et la justice. Alors que le Burkina Faso avance vers un futur incertain mais prometteur, Ibrahim Traoré se retrouve face à l'un des plus grands défis de sa carrière. Transformer les espoirs en réalité durable. Il sait que l'histoire ne retient pas seulement ceux qui prennent le pouvoir, mais ceux qui le conservent par l'action, la vision et l'impact concret sur la vie du peuple. Les défis économiques restent immenses. La jeunesse burkinabé aspire à un avenir plus prospère, mais le chômage et la pauvreté menacent la stabilité. Traoré redouble d'efforts pour soutenir l'agriculture, dynamiser les petites entreprises et créer des opportunités dans les zones rurales et urbaines. Il comprend que chaque initiative économique est un pas vers l'autonomie et la dignité nationale. Sur le plan sécuritaire, la menace terroriste persiste, mais le capitaine n'a pas abandonné. Il poursuit ses réformes militaires, renforce la coordination régionale
et mise sur la collaboration avec les communautés locales. Chaque succès contre l'insécurité est célébré non pas comme un triomphe personnel, mais comme une victoire collective pour le Burkina Faso. La scène internationale continue de l'observer avec attention. Traoré défend la souveraineté nationale avec détermination, tout en construisant des alliances stratégiques avec ses voisins africains. Sa vision panafricaine gagne du terrain. Il imagine une Afrique unie, capable de défendre ses intérêts, de promouvoir la paix et de relever les défis économiques et sécuritaires ensemble. Malgré la pression constante, le capitaine reste proche du peuple. Il visite les villages reculés, rencontre les citoyens et écoute leurs histoires. Chaque sourire, chaque voix, chaque geste de gratitude renforce sa détermination. Il sait que le leadership ne se mesure pas au titre ou au pouvoir, mais à la capacité d'inspirer, de protéger et d'améliorer la vie des citoyens. Traoré continue également à investir dans la jeunesse. Il met en place des programmes éducatifs, encourage l'entrepreneuriat et promeut l'innovation. Pour lui, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est aussi le présent. Chaque jeune qui croit en son pays et ose agir est une victoire sur le découragement et le désespoir. Dans ces années charnières, Ibrahim Traoré devient une figure historique du Burkina Faso et d'Afrique. Son parcours inspire au-delà des frontières. Un jeune capitaine capable de se lever face aux crises, de défendre son peuple et de proposer une vision ambitieuse pour son continent. Il rappelle à tous que le véritable leadership est une combinaison de courage, de vision et d'action concrète. Aujourd'hui, Traoré est plus qu'un président intérimaire ou qu'un capitaine du peuple. Il est un symbole vivant de résilience, de détermination et d'espoir. Son héritage commence déjà à se dessiner et son histoire sert de leçon à la jeunesse africaine. Le changement est possible lorsqu'on ose se lever, agir et croire en un avenir meilleur. Avec le temps, le poids du pouvoir se fait sentir. Ibrahim Traoré découvre que diriger un pays est une école de patience, de courage et de sacrifice personnel. Les nuits sont longues, les journées intenses, et chaque décision peut avoir des conséquences majeures sur la vie de millions de citoyens. Malgré son âge, il doit faire face à des critiques constantes. Certains doutent de sa jeunesse et de son expérience. D'autres remettent en question ses méthodes et ses choix. Mais Traoré reste imperturbable. Il sait que le leadership authentique ne se mesure pas aux applaudissements immédiats, mais à la capacité de rester fidèle à ses convictions et de prendre les décisions justes pour le peuple. Les sacrifices personnels sont nombreux. La vie familiale est parfois mise de côté, les moments de repos sont rares et le stress constant pèse sur ses épaules. Mais pour lui, ces sacrifices valent chaque sourire retrouvé, chaque village sécurisé, chaque école construite. Il a choisi le service de la nation plutôt que le confort personnel. Traoré fait également face à des oppositions politiques et sociales. Certains leaders locaux ou groupes d'influence tentent de freiner ces réformes ou de semer le doute parmi la population. Mais le capitaine agit avec discernement. Il écoute, dialogue et lorsque nécessaire prend des mesures fermes pour défendre la vision qu'il porte pour le Burkina Faso. Cette combinaison de pragmatisme et de détermination forge sa réputation de leader efficace et respecté. Sur le plan régional, Traoré continue de renforcer la coopération avec les pays voisins. La sécurité collective devient une priorité, et le capitaine joue un rôle clé dans les initiatives de défense commune au Sahel. Son approche est claire. La force seule ne suffit pas. Il faut une coordination, une stratégie et une vision partagée pour protéger les populations. Dans le même temps, il inspire une nouvelle génération de jeunes leaders africains. Son exemple montre que l'âge n'est pas un obstacle, que le courage et la détermination peuvent changer le destin d'un pays. Traoré devient une référence pour ceux qui veulent agir, prendre des risques et transformer leur société. Malgré les défis, il n'oublie jamais son peuple. Chaque visite sur le terrain, chaque échange avec les citoyens renforce son lien avec eux. Il sait que le leadership est d'abord un service, une responsabilité sacrée, et non un privilège. Cette humilité et cette proximité renforcent son aura et son autorité morale. À ce stade, Ibrahim Traoré est plus qu'un président intérimaire. Il est un capitaine visionnaire, un symbole d'espoir et un acteur central de l'histoire africaine contemporaine.
Son parcours montre que le leadership ne se résume pas à l'exercice du pouvoir, mais à la capacité de transformer les défis en opportunités, de défendre son peuple et d'inspirer les générations futures. Alors que son leadership se consolide, Ibrahim Traoré commence à être perçu non seulement comme un capitaine du peuple, mais comme un artisan de l'avenir du Burkina Faso. Ses réformes, ses initiatives et sa vision panafricaine suscitent l'attention des observateurs africains et internationaux. Sur le plan politique, Traoré continue de renforcer les institutions nationales. Il cherche à créer un équilibre entre pouvoir exécutif et démocratie participative, en favorisant le dialogue avec les leaders locaux, les communautés et les organisations de la société civile. Son objectif est clair, un Burkina Faso fort, uni et capable de surmonter les crises sans perdre son identité. La jeunesse reste au centre de ses priorités. Traoré comprend que l'avenir de son pays dépend des nouvelles générations. Il met en place des programmes pour encourager l'éducation, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'engagement civique. Chaque jeune formé, chaque idée soutenue est pour lui un pas vers un Burkina Faso autonome et prospère. Sur le plan sécuritaire, le capitaine ne relâche pas ses efforts. Les menaces terroristes persistent, mais grâce à une meilleure organisation, une coordination régionale accrue et le soutien des communautés locales, le pays commence à retrouver une stabilité relative. Traoré insiste sur le fait que la sécurité n'est pas seulement militaire. Elle passe aussi par le développement social, économique et éducatif. La scène internationale voit en Traoré un leader atypique, jeune, pragmatique et proche de son peuple. Sa capacité à défendre la souveraineté de son pays tout en construisant des alliances régionales équitables lui confère une aura particulière. Il devient un exemple de leadership africain, capable de penser au-delà des frontières et de proposer des solutions durables aux défis du continent. Malgré la pression constante et les critiques, Traoré conserve une proximité avec son peuple. Il continue de visiter les villages, d'écouter les citoyens et de comprendre leurs préoccupations. Cette humilité et ce lien direct avec la population renforcent sa légitimité et son influence morale. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est plus qu'un capitaine ou un président intérimaire. Il est devenu une figure historique du Burkina Faso et un symbole pour l'Afrique. Le visage d'un leadership jeune, courageux et déterminé à transformer les défis en opportunités. Son parcours démontre que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres ou les armes, mais dans la capacité à inspirer, protéger et servir son peuple. À travers ses actions, ses réformes et sa vision, Traoré laisse une empreinte durable. Il incarne l'espoir que le changement est possible lorsque l'on ose agir avec conviction et intégrité. L'histoire du Burkina Faso se réécrit aujourd'hui et son nom restera gravé dans les mémoires comme celui d'un capitaine qui a osé se lever pour son peuple et pour l'Afrique. L'histoire d'Ibrahim Traoré arrive à une étape où le passé, le présent et l'avenir se rejoignent. Ce jeune capitaine, devenu président intérimaire, a transformé son pays et inspiré tout un continent. Mais au-delà des titres et des exploits, c'est son héritage humain et visionnaire qui restera gravé dans les mémoires. Traoré a montré que le véritable leadership ne se limite pas aux décisions politiques, mais se mesure à l'impact concret sur la vie des citoyens. Chaque réforme, chaque initiative éducative ou économique, chaque action pour la sécurité du peuple est un témoignage de sa détermination à bâtir un Burkina Faso digne et souverain. Son parcours illustre aussi le pouvoir de la jeunesse et de la conviction. À seulement 34 ans, il a osé se lever face aux crises, affronter les sceptiques et proposer une vision audacieuse pour son pays et pour l'Afrique. Sa force ne réside pas dans la peur qu'il inspire, mais dans la confiance qu'il inspire à ceux qu'il sert. L'héritage de Traoré ne se limite pas au Burkina Faso. Sa vision panafricaine, centrée sur l'unité, la coopération et la souveraineté, laisse une empreinte durable sur la région du Sahel et au-delà. Il incarne un nouveau modèle de leadership africain. Jeune, proche du peuple, courageux et capable de transformer les défis en opportunités. Malgré les sacrifices personnels, les critiques et les obstacles, Ibrahim Traoré reste fidèle à ses convictions. Il démontre que le changement est possible lorsque l'on agit avec intégrité, persévérance et amour pour son pays. Son exemple inspire les jeunes générations à croire en leur potentiel
et à prendre leur destin en main. Alors que le Burkina Faso continue son chemin vers la stabilité et la prospérité, le nom d'Ibrahim Traoré restera gravé dans l'histoire comme celui d'un capitaine du peuple, d'un visionnaire et d'un symbole d'espoir pour toute l'Afrique. Son parcours rappelle à tous que le courage, la détermination et la foi en un avenir meilleur sont les forces capables de changer le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on raconte l'histoire du Burkina Faso moderne, on ne peut ignorer l'impact de ce jeune capitaine qui a osé rêver, agir et transformer son pays. Ibrahim Traoré est plus qu'un homme, plus qu'un leader. Il est l'incarnation de l'espoir et de la renaissance africaine. Un exemple que le monde retiendra pour les générations à venir. Le capitaine Thomas Sankara, chef de l'État du Burkina Faso, c'est l'ancienne Volta, a été tué, ainsi qu'une dizaine de ses compagnons d'armes, et immédiatement enterrés. Thomas Isidore Noël Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako, une petite ville du nord de la Haute-Volta, colonie française devenue aujourd'hui le Burkina Faso. Ses origines familiales sont modestes, mais elles reflètent bien la diversité ethnique et sociale de son pays natal. Son père, Sambo Joseph Sankara, est un ancien combattant de l'armée française, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet engagement militaire lui a permis de développer un certain sens de la discipline, qu'il transmettra à ses enfants. Sa mère, Marguerite Kinda, est issue d'une famille paysanne Mossi. Thomas est le troisième enfant d'une fratrie nombreuse. Son milieu familial lui apporte très tôt des valeurs de rigueur, de respect et une conscience des réalités sociales. Le contraste entre la pauvreté quotidienne des paysans et les privilèges d'une petite élite évoluée va marquer profondément son regard sur le monde. Durant son enfance, Thomas est décrit comme un garçon vif, curieux et travailleur. Il montre un goût prononcé pour les études, ce qui attire l'attention de ses maîtres d'école. Sa famille catholique pratiquante lui transmet aussi un socle moral, mais l'influence du christianisme se mêle à des valeurs traditionnelles africaines, formant une identité ouverte et en quête de justice. Son père, en raison de son passé militaire, encourage ses enfants à poursuivre leurs études, convaincu que l'éducation représente la meilleure voie de promotion sociale. Pour un fils de paysan, accéder à l'école coloniale est en effet une chance rare. Ainsi, Thomas est inscrit dans les écoles primaires de Gawa, puis de Bobo-Dioulasso, deux villes importantes du pays. Les années 1950 en Haute-Volta sont aussi celles de l'éveil politique africain. En 1958, la colonie devient une république autonome au sein de la communauté française, puis accède à l'indépendance le 5 août 1960. Thomas n'a alors que 10 ans, mais il vit de près cet événement majeur. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est marqué par l'enthousiasme des premières années d'indépendance et par les discours des leaders africains tels que Kwame Nkrumah au Ghana ou Sékou Touré en Guinée. Lorsque la Haute-Volta accède à l'indépendance en 1960, Thomas Sankara a une dizaine d'années. L'école devient alors un outil majeur pour former la future élite du pays. Le jeune Sankara poursuit son cycle primaire à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, qui à cette époque est un centre économique et culturel important. Les écoles héritées du système colonial français sont très sélectives. Peu d'enfants y accèdent, et ceux qui y entrent doivent démontrer une grande discipline. Sankara s'illustre rapidement comme un élève brillant, assidu et passionné de lecture. Ses professeurs remarquent sa mémoire exceptionnelle et sa capacité à argumenter, même en étant encore enfant. C'est à Bobo-Dioulasso qu'il découvre les premiers livres d'histoire, de littérature et de philosophie. À travers ses lectures, il s'ouvre à des horizons dépassant largement les limites de sa ville natale. Il lit aussi bien les classiques français que les textes d'écrivains africains émergents. La décennie 1960 est celle des indépendances africaines. Le Ghana de Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta, le Congo de Patrice Lumumba.
Tous ces leaders incarnent des idéaux de liberté, de dignité et d'émancipation face au néocolonialisme. Bien que très jeune, Sankara est attentif aux bouleversements qui secouent le continent. À travers les discussions familiales et scolaires, il comprend que l'indépendance politique n'est pas synonyme d'indépendance économique. Déjà, il est frappé par les inégalités sociales. D'un côté, une élite proche des colons et bénéficiant des privilèges. De l'autre, une majorité paysanne pauvre. Thomas est décrit comme un adolescent réservé mais déterminé, doté d'un grand sens de l'humour. Il aime jouer de la guitare, un instrument qu'il gardera toute sa vie. La musique devient pour lui un moyen d'expression et un espace de liberté. Il développe aussi un goût particulier pour l'histoire des grandes figures de justice et de liberté. Les récits de leaders africains et mondiaux nourrissent son idéal. À cet âge, il n'a pas encore de projet politique clair, mais sa sensibilité à l'injustice est déjà vive. Son père, ancien combattant, reste une figure importante. Il lui transmet une rigueur quasi militaire, mais aussi une conscience des humiliations subies par les Africains enrôlés dans l'armée coloniale. Sa mère, quant à elle, incarne les valeurs de simplicité, de travail et de solidarité communautaire. Cette double influence militaire et populaire façonne le caractère de Sankara, discipliné mais proche du peuple, rigoureux mais soucieux des réalités sociales. À la fin de son adolescence, Thomas Sankara se distingue déjà par son indépendance d'esprit. Contrairement à beaucoup de ses camarades qui rêvent de carrières administratives confortables, il manifeste un intérêt pour la vie militaire, vue non pas comme une simple voie professionnelle, mais comme un moyen de servir la nation. En 1966, il termine brillamment son cycle secondaire. À seulement 17 ans, il fait le choix décisif qui orientera toute sa vie, intégrer l'armée voltaïque. En 1966, à seulement 17 ans, Thomas Sankara choisit d'intégrer l'armée voltaïque. Ce choix peut sembler surprenant. La plupart des jeunes brillants de son époque préféraient poursuivre des études civiles pour devenir fonctionnaires ou enseignants. Mais pour Sankara, l'armée n'est pas seulement une carrière. C'est une école de discipline, de patriotisme et de service. Il est convaincu que la formation militaire peut offrir une rigueur que le système scolaire classique ne garantit pas toujours. De plus, l'armée représente pour lui une ouverture sur le monde, une chance de sortir du cadre étroit de la haute volta rurale. Il faut rappeler qu'en 1966, l'année où Sankara entre à l'armée, le pays traverse une crise politique majeure. Le président Maurice Yameogo, jugé autoritaire et corrompu, est renversé par un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. C'est le premier putsch de l'histoire du pays. Ainsi, le jeune Sankara intègre l'armée dans un contexte où les militaires deviennent les arbitres de la vie politique nationale. Cette coïncidence n'est pas anodine. Elle marquera sa compréhension future du rôle que l'armée peut jouer dans la transformation sociale. Thomas est admis à l'école militaire préparatoire de Kadiogo, à Ouagadougou. Cette institution, héritée du système français, est destinée à former les futures élites militaires du pays. Là, il suit une formation exigeante, discipline stricte, apprentissage des techniques de combat, études générales. Mais Sankara se distingue non seulement par ses résultats académiques, mais aussi par son sens de l'organisation et son esprit critique. Ses camarades le décrivent comme un élève sérieux, travailleur, mais capable d'ironie et de répliques intelligentes. Pendant sa formation, Sankara lit énormément. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui se contentent des cours militaires, lui se plonge dans la philosophie, l'histoire et la politique. Il lit Karl Marx, Friedrich Engels, Lénine, mais aussi les grands penseurs africains de la libération. Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah. Ces lectures le marquent profondément. Elles alimentent son esprit critique et sa conviction que l'armée ne doit pas seulement protéger un territoire, mais aussi contribuer à l'émancipation sociale et à la dignité du peuple. À l'EMPK, Sankara se distingue par ses qualités de leader. Ses instructeurs notent sa capacité à entraîner ses camarades, à les motiver et à résoudre les conflits. Cette aptitude naturelle au commandement annonce déjà sa future carrière politique. En parallèle, il continue à cultiver ses passions personnelles.
La musique, il joue de la guitare dans des groupes d'amis, le sport, il pratique le cyclisme et la boxe, et l'écriture. Il prend beaucoup de notes et commence à esquisser des réflexions politiques. En 1969, à l'âge de 20 ans, il est sélectionné pour poursuivre sa formation à l'Académie militaire d'Antsirabe, à Madagascar. C'est un tournant majeur. Ce séjour hors de son pays natal va renforcer son ouverture au monde et son engagement idéologique. Madagascar, alors dirigé par le général Gabriel Ramanatsoa après la chute de Philibert Tsiranana, est en pleine effervescence politique. Sankara découvre les débats autour du socialisme africain et assiste à des mouvements étudiants et populaires revendiquant plus de justice sociale. Il y reste environ 2 ans, période durant laquelle il approfondit sa formation militaire, mais surtout son engagement politique. C'est là qu'il lit Frantz Fanon, notamment Les Damnés de la Terre, ouvrage qui aura une influence décisive sur sa pensée révolutionnaire. En 1972, à son retour en Haute-Volta, Thomas Sankara est promu lieutenant. Il commence à enseigner dans certaines écoles militaires et à former de jeunes recrues. Sa réputation est déjà faite. On le respecte pour son intelligence, sa discipline et sa proximité avec les soldats de base. Contrairement à beaucoup d'officiers qui adoptent un style autoritaire, Sankara se distingue par sa simplicité. Il mange et vit comme ces hommes, discute avec eux de leurs conditions de vie et partage leurs préoccupations. Contrairement à beaucoup d'officiers qui adoptent un style autoritaire, Sankara se distingue par sa simplicité. Il mange et vit comme ces hommes, discute avec eux de leurs conditions de vie et partage leurs préoccupations. Cette proximité forge une confiance réciproque qui ne le quittera plus. De retour de Madagascar en 1972, Thomas Sankara a 23 ans. Il est désormais lieutenant de l'armée voltaïque et commence sa carrière dans un contexte politique fragile. Le pays est dirigé par le général Sangoulé Lamizana, qui tente de stabiliser un régime militaire marqué par des luttes de clans et par la dépendance économique envers la France et les institutions internationales. Dès ses premières affectations, Sankara se distingue de ses collègues officiers. Là où beaucoup d'entre eux privilégient le confort, les avantages matériels et la distance hiérarchique, lui adopte un style radicalement différent. Cette proximité le rend extrêmement populaire parmi la troupe, mais suscite la méfiance de certains supérieurs qui y voient une remise en cause de l'ordre militaire traditionnel. En 1964, Sankara est envoyé au Mali dans le cadre d'une mission de coopération militaire. Ce séjour est capital. Il découvre un pays marqué par l'influence de Modibo Keïta, premier président malien, qui avait tenté de construire un socialisme africain indépendant, avant d'être renversé en 1968. Sankara observe de près les conséquences des réformes socialistes, mais aussi les limites imposées par le poids des institutions internationales et des élites locales. Il est impressionné par les idéaux panafricanistes qui circulent encore au Mali et approfondit sa conviction que l'avenir de l'Afrique ne peut se construire qu'en dehors du modèle néocolonial imposé par l'Occident. En décembre 1964, un conflit frontalier éclate entre la Haute-Volta et le Mali. C'est la guerre dite de l'Agaché, autour d'une zone contestée riche en ressources. Sankara, alors jeune officier, participe directement aux opérations militaires. Sur le terrain, il se montre courageux, stratège et proche de ses hommes. Contrairement à certains officiers qui restent à l'arrière, Sankara est en première ligne, ce qui renforce sa popularité au sein de l'armée. Mais il est aussi profondément marqué par cette expérience. Il comprend que les guerres africaines sont souvent instrumentalisées par des puissances extérieures, au détriment des peuples. Ce conflit l'amène à réfléchir sur la nécessité de l'unité africaine et sur le caractère absurde des divisions héritées de la colonisation. Durant cette période 1972-1968, Sankara se forge une réputation d'officier intellectuel. Contrairement à ses pairs, il consacre beaucoup de temps à la lecture et à l'écriture. Ses lectures marxistes et tiers-mondistes nourrissent une vision critique de la société voltaïque, dominée par une petite élite et dépendante de l'aide étrangère. Il fréquente aussi des cercles d'intellectuels, d'artistes et de musiciens. Sa passion pour la guitare le conduit à se rapprocher d'étudiants et de jeunes progressistes. Ses amitiés extramilitaires enrichissent sa pensée et l'ancrent dans une vision révolutionnaire de la société.
À la fin des années 1970, la Haute-Volta traverse une instabilité chronique. Contestation sociale, corruption, influence croissante des syndicats et divisions dans l'armée. Sankara, par son charisme et ses idées, attire l'attention de plusieurs jeunes officiers partageant ses idéaux, notamment Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani. Avec eux, ils forment une sorte de fraternité révolutionnaire, un noyau qui jouera un rôle central dans les années à venir. Ces jeunes militaires ne se contentent pas de parler stratégie militaire. Ils débattent de politique, d'économie, de justice sociale et d'indépendance africaine. Malgré sa popularité croissante, Sankara reste un officier subalterne dans une armée hiérarchisée et conservatrice. Ses supérieurs le voient comme un élément brillant mais dangereux, trop proche du peuple et trop critique envers l'ordre établi. Pourtant, sa réputation dépasse peu à peu les cercles militaires. Les syndicats, les étudiants et les intellectuels progressistes commencent à voir en lui un officier différent, capable de comprendre leurs revendications. C'est dans ce contexte qu'en 1976, il est affecté au Centre national d'entraînement commando de Pau, une affectation qui va renforcer encore davantage son prestige. À Pau, petite ville du sud du pays, Sankara est chargé de former les commandos, l'élite de l'armée voltaïque. Il y impose une discipline stricte mais juste. Il encourage ses soldats à cultiver eux-mêmes leur nourriture, à pratiquer le sport, à lire, à développer leur sens critique. Ce centre devient rapidement un laboratoire d'expérimentation sociale et militaire. Les jeunes recrues y découvrent une nouvelle manière de concevoir l'armée, non pas comme une institution au service des élites, mais comme une force populaire au service du peuple. Pau devient ainsi une pépinière révolutionnaire. Beaucoup des soldats formés par Sankara y développeront une fidélité absolue à son égard, ce qui jouera un rôle crucial lors des événements de 1983. Entre 1972 et 1968, Sankara passe du statut de jeune officier prometteur à celui d'icône naissante. Pour les soldats, il est un chef juste et courageux. Pour les intellectuels et les syndicalistes, il incarne l'espoir d'un renouveau. Pour ses supérieurs, il reste un élément incontrôlable. Cette double image, populaire à la base, suspecte au sommet, prépare déjà le terrain de sa future ascension. La fin des années 1970 est une période de turbulence politique en Haute-Volta. Le pays, toujours dirigé par le général Sangoulé Lamizana, au pouvoir depuis 1966, connaît une instabilité croissante. L'économie reste dépendante de l'aide extérieure et des exportations agricoles, fragiles face aux sécheresses du Sahel. Les inégalités sociales se creusent. La majorité paysanne vit dans la pauvreté, tandis qu'une minorité proche du pouvoir profite des ressources. Les syndicats, très actifs, multiplient les grèves pour dénoncer la vie chère et la corruption. Les étudiants et intellectuels progressistes diffusent des idées marxistes et panafricanistes, influencés par les mouvements révolutionnaires africains et mondiaux. Dans ce contexte, l'armée joue un rôle d'arbitre politique, mais elle est elle-même traversée par des divisions internes. À la fin des années 1970, Sankara est déjà connu pour sa rigueur et sa proximité avec les soldats. Mais il devient aussi une figure intellectuelle, grâce à ses prises de position et à son ouverture sur les milieux syndicaux et étudiants. Il fréquente de plus en plus des militants progressistes, discute avec des syndicalistes, lit et commente les textes de Marx, Lénine, Fanon, Nkrumah, mais aussi les expériences de la révolution cubaine et vietnamienne. Cette posture est inhabituelle pour un militaire. Beaucoup de ses collègues considèrent que les officiers doivent rester en dehors des débats politiques. Sankara, au contraire, affirme que l'armée ne doit pas être au service des élites, mais au service du peuple. Le centre d'entraînement commando de Pau, qu'il dirige depuis 1976, devient un lieu clé. Sankara y développe une pédagogie unique. Ses soldats participent à des travaux agricoles pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins, réduisant ainsi la dépendance à l'État. Il encourage la lecture et la réflexion politique, considérant qu'un soldat doit aussi être un citoyen conscient. Il prône l'austérité et l'exemplarité. Lui-même vit simplement refusant les privilèges d'officier. Peu à peu,
Pau devient une véritable école révolutionnaire où se forgent les convictions de nombreux jeunes militaires qui resteront fidèles à Sankara. Autour de Sankara se constitue un cercle rapproché d'officiers partageant sa vision. Blaise Compaoré, jeune capitaine charismatique, avec lequel il noue une amitié profonde. Henri Zongo, passionné et déterminé. Jean-Baptiste Lingani, officier réfléchi et stratège. Ensemble, ils forment un réseau informel, soudé par une vision commune. Transformer la société voltaïque, lutter contre la corruption et l'impérialisme, et rendre la dignité au peuple. Ce groupe deviendra, quelques années plus tard, le cœur du mouvement qui portera Sankara au pouvoir. La notoriété grandissante de Sankara commence à inquiéter les autorités. Son discours critique vis-à-vis de la corruption et de l'injustice sociale est perçu comme une menace. Le général Lamizana et ses proches surveillent cet officier atypique, d'autant plus que sa popularité dépasse désormais le cadre militaire pour toucher la jeunesse et les syndicats. En 1968, la Haute-Volta adopte une nouvelle constitution et organise des élections qui ramènent un régime civil. Mais ce processus, loin d'apaiser la situation, accentue la crise politique. Les gouvernements successifs sont faibles, divisés et incapables de répondre aux revendications sociales. Pendant cette période, Sankara multiplie les discours auprès de ses hommes et prend part à des débats politiques plus larges. Ses propos directs, sa sincérité et sa simplicité séduisent de plus en plus de voltaïques. Il est perçu comme un officier incorruptible, proche du peuple, à l'opposé des élites qui se servent de l'État pour s'enrichir. Cette image lui vaut le surnom de capitaine des pauvres. L'ouverture vers la politique nationale. À mesure que la crise politique s'aggrave, certains responsables civils et militaires envisagent de faire appel à de jeunes officiers charismatiques pour stabiliser la situation. C'est dans ce contexte que Sankara est progressivement propulsé sur la scène politique nationale. En 1991, il est nommé secrétaire d'État à l'information dans un gouvernement dirigé par le colonel Sae Zerbo, qui avait pris le pouvoir par un coup d'État en novembre 1980. Cette entrée officielle en politique marque un tournant. Désormais, Sankara ne sera plus seulement un officier influent, mais un acteur direct des affaires de l'État. En novembre 1980, le président Sangoulé Lamizana, usé par 14 ans de pouvoir et incapable de résoudre la crise sociale et économique, est renversé par un coup d'État militaire mené par le colonel Sae Zerbo. Celui-ci met en place un comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN. Zerbo, militaire austère et conservateur, entend restaurer l'ordre et la discipline. Mais son régime est rapidement confronté à la contestation syndicale et à l'opposition des intellectuels. C'est dans ce contexte qu'il fait appel à de jeunes officiers prometteurs pour donner une image de renouveau. En 1991, Thomas Sankara est nommé secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Sae Zerbo. Ce poste apparemment secondaire va pourtant lui permettre de se révéler aux yeux du grand public. Dès sa prise de fonction, Sankara adopte un style inédit. Il refuse les privilèges attachés à sa fonction, voitures de luxe, logements somptueux. Il s'habille simplement, souvent en tenue militaire ou en chemise ordinaire. Il multiplie les contacts directs avec les journalistes et la population. Il affirme que l'information est un droit du peuple, et non un instrument de propagande pour les dirigeants. Ce discours tranche avec les pratiques habituelles, où la presse est muselée et soumise au pouvoir. Très vite, Sankara entre en conflit avec le colonel Zerbo et son entourage. Ses positions tranchées, sa proximité avec les syndicats et les étudiants, ainsi que son franc-parler dérangent. Il n'hésite pas à dénoncer publiquement les dérives autoritaires du régime. Un épisode symbolique a lieu lorsqu'il déclare « Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance ». Cette phrase devenue célèbre choque une partie de l'armée et du pouvoir, mais elle séduit la jeunesse et les progressistes. Face à ces tensions, Sankara finit par démissionner de son poste en 1992, estimant qu'il ne peut pas cautionner un gouvernement qui trahit les idéaux de justice et de liberté. En novembre 1982, le régime de Sae Zerbo, impopulaire et contesté, est à son tour renversé par un groupe de jeunes officiers mené par le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo.
Celui-ci met en place le Conseil de salut du peuple, CSP. Ouedraogo, médecin militaire respecté, incarne une image plus modérée et ouverte. Pour donner de la crédibilité à son gouvernement, il fait appel à Thomas Sankara, dont la popularité est en pleine ascension. En janvier 1983, Sankara est nommé Premier ministre de la Haute-Volta par le président Ouedraogo. À seulement 33 ans, il devient l'un des plus jeunes chefs de gouvernement d'Afrique. Cette nomination est un véritable tournant. Désormais, Sankara dispose d'une tribune nationale et internationale pour exprimer ses idées. Dès son arrivée à ce poste, il multiplie les gestes symboliques. Il continue à se déplacer en mobilette ou à bicyclette, refusant les cortèges de voitures officielles. Il prône la rigueur et l'exemplarité dans la gestion publique. Il entretient des liens étroits avec les syndicats et les mouvements populaires. En tant que Premier ministre, Sankara participe à plusieurs conférences internationales. C'est lors d'une rencontre à Addis Abeba qu'il croise des figures du mouvement révolutionnaire, notamment des représentants de la Libye de Kadhafi et du Ghana de Jerry Rawlings. Ces contacts renforcent ses convictions panafricanistes et anti-impérialistes. Il s'affirme comme un leader radicalement différent de l'élite africaine traditionnelle, souvent jugée trop soumise aux intérêts occidentaux. La présence de Sankara au poste de Premier ministre inquiète de plus en plus les milieux conservateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les élites locales craignent ses discours contre la corruption et les privilèges. La France et certains pays occidentaux voient d'un mauvais œil ce jeune dirigeant aux idées marxistes et panafricanistes. Même au sein du gouvernement, des rivalités apparaissent entre Sankara et les partisans d'une ligne plus modérée. En mai 1983, la tension atteint son paroxysme. Thomas Sankara est révoqué de son poste de Premier ministre par Ouedraogo, sous la pression des forces conservatrices et de la France. Peu après sa révocation, Sankara est placé en résidence surveillée. Cette décision déclenche une vague d'indignation parmi la jeunesse, les syndicats et une partie de l'armée. Des manifestations éclatent dans plusieurs villes pour réclamer sa libération. Son arrestation fait de lui un symbole de la lutte contre l'injustice et la domination étrangère. Blaise Compaoré, son compagnon d'armes et ami proche, prend alors la tête d'un mouvement militaire visant à le libérer. Au début de 1983, la Haute-Volta est un pays au bord de la rupture. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. La crise économique, les prix flambent, la dette extérieure explose, et les paysans, qui représentent plus de 80% de la population, vivent dans une misère endémique. La crise sociale. Les syndicats multiplient les grèves, dénonçant les bas salaires et la vie chère. La crise politique. Les gouvernements successifs, incapables de proposer des solutions, apparaissent corrompus et illégitimes. La division dans l'armée. Les jeunes officiers progressistes, proches de Sankara, s'opposent aux officiers plus anciens, favorables à une ligne conservatrice. Ce climat tendu fait de la Haute-Volta un terrain fertile pour un basculement révolutionnaire. En mai 1983, sous pression des milieux conservateurs et des diplomaties étrangères, le président Jean-Baptiste Ouedraogo décide de se séparer de son Premier ministre Thomas Sankara. Peu après, Sankara est arrêté et placé en résidence surveillée. Ce geste, loin de l'affaiblir, déclenche une mobilisation populaire sans précédent. Des manifestations éclatent à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans d'autres villes. Étudiants, syndicalistes et travailleurs réclament sa libération. Pour beaucoup, Sankara incarne l'espoir d'un changement radical face à un système à bout de souffle. Autour de Sankara, ses compagnons d'armes, Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani, s'activent. Ces jeunes officiers, formés à Pau et marqués par l'esprit révolutionnaire, décident d'organiser un coup de force pour libérer leur leader. En parallèle, les syndicats et les organisations étudiantes expriment leur soutien aux jeunes révolutionnaires. Cette alliance inédite entre une frange de l'armée et les forces populaires constitue un élément décisif. Pour la première fois, une action militaire s'appuie directement sur la mobilisation du peuple. À cette époque, Sankara est fortement influencé par les idéaux marxistes, panafricanistes et tiers-mondistes.
Ses lectures de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, de Marx et Lénine, mais aussi d'Amilcar Cabral et de Kwame Nkrumah, nourrissent sa conviction qu'une véritable indépendance ne peut se réaliser qu'en rompant avec le néocolonialisme. Il admire également les expériences révolutionnaires contemporaines. Le Ghana de Jerry Rawlings, arrivé au pouvoir en 1991 par un coup d'État militaire populaire. La Libye de Muammar Kadhafi, qui soutient financièrement plusieurs mouvements progressistes africains. Le Nicaragua des sandinistes et la révolution cubaine, qui illustre la possibilité d'un changement radical face à l'impérialisme. Ces références donnent une dimension internationale au combat de Sankara. L'arrestation de Sankara a pour effet de radicaliser ses partisans. Blaise Compaoré, basé à Pau avec les commandos, prépare minutieusement une opération pour le libérer et renverser le gouvernement Ouédraogo. Pendant ce temps, Sankara lui-même, même en résidence surveillée, continue à incarner une autorité morale. Ses partisans reprennent ses discours et en font des slogans de mobilisation. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, la rumeur circule. Sankara reviendra, et avec lui, la justice. Le gouvernement Ouédraogo, inquiet, tente de rétablir l'ordre, mais il est miné par des divisions internes. Certains officiers craignent la montée de Sankara, mais hésitent à s'opposer frontalement à lui, tant il est populaire dans l'armée et auprès du peuple. Les chancelleries occidentales, notamment françaises, observent avec inquiétude la montée de ce jeune officier marxiste, hostile au néocolonialisme et aux intérêts étrangers. La Haute-Volta devient ainsi un champ de tension où se joue non seulement l'avenir du pays, mais aussi celui de l'influence occidentale dans la région. Tout au long de l'été 1983, les partisans de Sankara s'organisent. À Pau, Compaoré mobilise les commandos fidèles. À Ouagadougou, des réseaux étudiants et syndicaux préparent des manifestations de soutien. Les plans sont précis. Une insurrection militaire doit libérer Sankara et renverser le régime. Le peuple, de son côté, doit occuper les rues pour légitimer l'action. La date choisie est le 4 août 1983. Le 4 août 1983, après le coup d'État orchestré par Blaise Compaoré et un groupe de jeunes officiers fidèles à Thomas Sankara, ce dernier devient président de la Haute-Volta à seulement 33 ans. Sa prise de pouvoir bénéficie d'un soutien populaire massif. Étudiants, syndicats et classes laborieuses descendent dans les rues pour acclamer ce jeune capitaine charismatique. Dès son arrivée, Sankara crée le Conseil national de la Révolution, CNR, une nouvelle structure politique destinée à remplacer l'État traditionnel. Le CNR devient le cadre central d'une transformation profonde de la société, fondée sur 3 piliers. La justice sociale, l'exemplarité des dirigeants et l'implication directe des masses dans les décisions politiques. Sankara proclame alors « La révolution, ce n'est pas un lit de roses, mais c'est le seul chemin vers la dignité et l'indépendance du peuple. » Cette déclaration symbolise son approche radicale et engagée. Transformation symbolique et rupture avec le passé. L'un de ses gestes emblématiques est le changement de nom du pays. En août 1984, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres dans les langues locales, Mossi et Dioula. Il rénove également les symboles nationaux. Le drapeau est redessiné pour représenter le sang versé pour la liberté et la fertilité de la terre. L'hymne national est remanié afin de refléter les idéaux de justice, d'intégrité et de lutte contre l'oppression. Ces mesures marquent une rupture totale avec les régimes précédents et le passé néocolonial. Politique d'exemplarité et lutte contre la corruption. Sankara instaure immédiatement une politique d'austérité et d'exemplarité. Il refuse les privilèges présidentiels. Pas de résidence luxueuse, pas de cortège officiel, déplacement à vélo ou en voiture ordinaire. Il réduit drastiquement les salaires des hauts fonctionnaires et vend les véhicules inutiles. Il supprime les postes gouvernementaux superflus. Cette politique choque les élites et la classe politique, mais séduit profondément la population, qui y voit un dirigeant authentique et incorruptible. Une campagne massive contre la corruption est lancée. Sankara traque les détournements de fonds, exige des comptes de tous les ministres et met fin aux privilèges hérités des régimes précédents.
Sankara adopte une posture ferme face au néocolonialisme et refuse toute aide conditionnée politiquement notamment de la part de la France. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il met en œuvre la mobilisation massive des paysans pour des travaux agricoles collectifs, la distribution de semences et outils aux agriculteurs, des programmes de reforestation et de protection des sols pour lutter contre la désertification. Ces mesures permettent une amélioration tangible de la production agricole et de l'approvisionnement alimentaire rural. Éducation, santé et égalité des sexes. Sankara place l'éducation et la santé au centre de son projet. Construction d'écoles dans les zones rurales et programmes d'alphabétisation pour adultes. Création de centres de santé et campagnes de vaccination pour réduire la mortalité infantile. Promotion de l'autosuffisance pharmaceutique et production locale de médicaments essentiels. Il mène également des réformes audacieuses pour l'égalité des sexes. Interdiction du mariage forcé et de l'excision. Accès des femmes à l'éducation et aux postes de responsabilité. Participation active des femmes aux programmes agricoles et à l'administration locale. Pour soutenir ces réformes, Sankara crée des comités de défense de la révolution et encourage une mobilisation locale, impliquant jeunes, paysans et travailleurs dans les travaux publics et la gestion communautaire. Sankara se distingue sur la scène internationale par sa vision panafricaine. Il prône l'unité africaine et la coopération Sud-Sud. Il critique le néocolonialisme et les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Il établit des liens avec la Libye de Kadhafi, le Ghana de Jerry Rawlings et Cuba de Fidel Castro, tout en refusant certaines aides occidentales. Pour réduire la dépendance économique, il nationalise certaines ressources, encourage l'agriculture locale et promeut l'industrie légère. Il réduit également les salaires des fonctionnaires pour limiter le gaspillage des ressources publiques. Malgré sa popularité, Sankara fait face à une opposition croissante. Les élites traditionnelles et religieuses dénoncent ces réformes, notamment pour les droits des femmes. Une partie de l'armée et des chefs coutumiers contestent ces décisions. Les défis économiques persistent, avec la sécheresse et les fluctuations du marché mondial affectant le pays. Entre 1985 et 1986, plusieurs complots militaires sont déjoués grâce à la loyauté des commandos formés à Pau et à la vigilance de Blaise Compaoré et Henri Zongo. Le 15 octobre 1987, un coup d'État orchestré par Blaise Compaoré et ses alliés met fin brutalement à la révolution. Thomas Sankara est assassiné au palais présidentiel de Ouagadougou, ainsi que plusieurs de ses proches collaborateurs, dont Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani. Blaise Compaoré prend le pouvoir et renverse les politiques de Sankara. Malgré sa mort, l'héritage de Sankara demeure. Son engagement pour la dignité, l'intégrité et l'égalité inspire encore aujourd'hui. Ses politiques d'autosuffisance et de mobilisation populaire servent de modèle pour des réformes sociales et économiques. Sa figure symbolise la lutte contre le néocolonialisme, la corruption et pour la justice sociale à l'échelle africaine.